Au lendemain du 11 novembre, commémorant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et à la veille des 3 ans de l'attentat du Bataclan, alors que se tient le Forum de Paris sur la paix, notre grand invité ce matin a 26 ans. Il a fondé, il y a bientôt 10 ans, Coexister, un mouvement de jeunes qui prône le dialogue entre toutes les convictions, religieuses ou pas, un mouvement qui intervient dans les établissements scolaires pour former les jeunes au dialogue et à la paix. Bonjour Samuel Zibowski. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien, puisque chaque mercredi, un peu avant 8h, vous nous offrez votre regard sur le monde à travers un édito, mais on va quand même rappeler certains éléments. Vous êtes donc le fondateur de Coexister, vous êtes passé par les Scouts de France et par le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ. Aujourd'hui, vous publiez votre 3e livre, ça s'appelle Fraternité radicale. On y reviendra, mais vous racontez comment il y a 2 ans, votre corps a dit non et comment vous avez dû vous arrêter pendant 1 an, terrassé par un burn-out, 1 an de retraite, de calme, d'introspection, de relecture, de voyage, et vous voilà à nouveau sur pied. Samuel Zibowski, hier, comme beaucoup de Français, vous étiez devant votre poste de télévision à regarder les cérémonies du 11 novembre. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'hommage aux morts de la Grande Guerre ? Je retiens beaucoup de choses. D'abord, j'étais très touché par les cloches qui ont retenti dans tout Paris en simultané. Et c'est quand même assez rare pour être souligné. Et pendant un bon quart d'heure, c'était quand même très très fort d'imaginer ce que cette vraie armistice avait provoqué aussi, puisqu'en 1945 comme en 1918, les cloches du pays tout entier sonnaient. Je retiens une conversation très émouvante au téléphone avec ma grand-mère, puisque son père a fait la bataille de Verdun et qu'elle a été première adjointe au maire dans son village pendant quelques années, en Lorraine, en plus dans la Meuse, à côté de Verdun. Et que hier, comme chaque 11 novembre, elle était sur la place du village pour les commémorations, et puis qu'à chaque fois, il y a des souvenirs qui lui reviennent de ce que son père lui disait de la Première Guerre mondiale. Et ce qui m'a ému dans cette conversation avec ma grand-mère, qui reflétait aussi dans cette cérémonie, c'est qu'elle me rappelait à quel point elle se sentait proche des Allemands. Et comment est-ce que les Français sont proches des Allemands. Un tiers des Français considèrent que c'est le peuple le plus proche du nôtre. Et ça, c'est quand même saisissant parce que on vient de très loin, très très loin avec eux. Et quand elle m'a dit que mon arrière-grand-père, donc son père à elle, était rentré avec la haine de la guerre et pas avec la haine de l'allemand, je me suis dit que quand même au sein de certaines familles et de certains citoyens, la transmission avait été très très belle, parce que pour rentrer de Verdun avec la haine de la guerre et pas la haine des Allemands, c'est que parfois il se passe des choses. Et alors, sur cette cérémonie qu'on a pu voir pour certains à la télévision, aux côtés de la tombe du soldat inconnu, c'était vraiment un beau moment aussi ? C'était un très beau moment. Alors, il y avait tout ce symbole des jeunes qui viennent de Seine-Saint-Denis. C'est un département qui, à l'image d'être un département plus populaire, en réalité, c'est un département multiculturel. Surtout, c'est un département où il y a toutes les origines sociales, ethniques, territoriales, convictionnelles, de couleur de peau et de langue. J'ai trouvé que la prestation des jeunes du 93 était vraiment très belle, parce qu'ils ont donné de leur tripes. C'était pas simplement protocolaire. J'ai trouvé aussi le discours du président de la République assez courageux par rapport au contexte, devant 70 chefs d'État, avant de lancer le Forum de Paris pour la paix. Et donc j'ai trouvé qu'on était vraiment dans le ton. J'étais assez touché de voir aussi sur Facebook que j'ai beaucoup d'amis du monde entier rencontrés avec l'Interface Tour au Liban, aux États-Unis, qui ont suivi la cérémonie, qui en ont été très touchés aussi. Alors beaucoup ont noté les paroles du président prononcées un peu plus tard dans la journée. Il ne dépend que de nous que cette image soit interprétée à l'avenir comme le symbole d'une paix durable entre les nations, et non comme la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. Vous partagez avec Emmanuel Macron cette inquiétude, ce sentiment de la gravité de l'instant, de la fragilité de la paix ? Tout à fait, tout à fait. Alors, la paix entre les nations, mais la paix au sein des nations, puisque l'un dépend de l'autre en général quand même. C'est un sujet prépondérant aujourd'hui, et ce qui est très frappant en France, c'est que au moment où le seuil de tolérance augmente, il est de plus en plus fort, même à mesure des attentats terroristes dont on célèbre demain un anniversaire d'ailleurs, l'intolérance augmente aussi. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui baisse, c'est l'indifférence. Et donc dans cette espèce d'entre-deux où il n'y a que l'indifférence qui disparaît, mais les fermés, les identitaires augmentent à même vitesse que les tolérants qui veulent construire des ponts et vivre dans un monde cosmopolite et multiculturel, il y a un vrai combat à mener sur le terrain des idées d'abord, pour gagner cette bataille sur laquelle chacun est en train de se positionner, d'abord à l'intérieur des nations et ensuite entre nations, bien sûr. Et c'est Abdenour Bidar qui parle du tissu déchiré du monde. Il y a urgence à s'engager pour réparer ce tissu ? Le tissu déchiré du monde, on en a déjà parlé cette année plusieurs fois, c'est vrai, il est entre individus, mais pas que. Le tissu déchiré du monde, c'est tous ces liens brisés, le lien avec soi-même. On n'a jamais eu autant de suicides qu'en ce moment dans le monde. Le lien
lien à la nature, la catastrophe climatique en cours. Et donc, ces liens-là qui sont déchirés sont effectivement à retisser. C'est ce qu'on essaye de faire avec Coexister. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les 10 dernières années. C'est absolument une priorité. Et j'espère au Forum de Paris pour la paix, que je rejoins dans quelques minutes, là, juste après, que les participants, et je le crois, auront conscience que la paix n'est pas qu'une affaire de non-agression militaire et de traité diplomatique. Que la paix est aussi une construction entre individus, à l'intérieur d'un pays, entre les pays. Ce qu'on fait Erasmus et Interrail depuis 30-40 ans ont plus d'effet sur la paix, je crois, qu'un traité international. Alors Samuel Grybowski, vous venez de le dire, hein, Coexister participe à ce forum de Paris sur la paix. Chez Coexister, qu'est-ce que vous proposez pour construire la paix ? Qu'est-ce que vous allez dire cet après-midi, demain, à tous ces participants ? Et c'est vrai que nous, on emploie peu le mot paix parce que d'après des sondages, et puis même dans le bon sens, on se rend compte que pour les Français, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose parce que la paix pour eux, c'est l'absence de guerre. Donc ils se disent basta, 70 ans sans guerre en Europe, on est tranquille. Mais en vérité, tout notre travail, l'intégralité de ce qu'on fait, propose, imagine, conçoit, est au service de la paix. Et notre vision, elle est au service de la paix puisque le but de Coexister, c'est dans son identité, sa marque, son logo, c'est d'agir pour mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est juste la version, c'est le narthex de la paix, si je m'autorise cette expression sur une radio chrétienne, c'est l'antichambre de la paix. Le vivre ensemble, le lien social, la cohésion. Donc tout ce qu'on fait est au service de ça. Comment est-ce que nous, on le fait ? On essaye de voir à quel point est-ce que cette paix dépend d'abord d'une expérience sur le temps long. Comment est-ce que c'est parce que je fais l'expérience de la vie avec les autres, pour les autres, en étant au service d'un objectif commun, que je fais l'expérience de cette paix. Et pas que l'expérience, je dirais même l'expériment. La grande différence entre l'expériment et l'expérience, c'est que dans l'expérience, c'est un sujet qui façonne son objet, qui reste enfermé dans le faire. C'est un sujet dont je parle beaucoup dans le livre, comment est-ce qu'on est enfermé dans le faire, la pratique. Alors que dans l'expériment, le sujet est façonné par son objet, c'est-à-dire qu'il est transformé par ce qu'il est en train de vivre. Et ce que nous, on veut faire vivre à ces coexistants de toute la France, dans une 50aine de villes de France aujourd'hui, c'est d'être vraiment transformé pour que, en quittant Coexister, ils soient bien davantage créateurs de liens qu'ils ne l'étaient en arrivant. Et qu'au-delà du fait qu'eux vont accepter de vivre ce lien pour eux-mêmes, en étant ouverts à d'autres horizons auxquels ils n'étaient pas prêts à être ouverts auparavant, en rentrant dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur village, ils soient eux-mêmes créateurs de liens autour d'eux. Samuel Grybowski, votre livre s'appelle Fraternité radicale. On reviendra peut-être sur ce titre, mais c'est un livre qui raconte vos 10 années à Coexister. Mais moi, j'ai trouvé que c'était aussi un livre qui était un hommage à l'amitié, puisque vous faites le portrait de tous ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Et l'amitié, c'est aussi le ferment de la paix ? L'amitié, alors pour nous dans l'engagement, on dit souvent que l'amitié c'est la seule chose qui reste parce que forcément comme Coexister est un mouvement éducatif et un programme pédagogique qui est assez intense, qui parfois peut donner le tournis pour ceux qui le suivent ardemment. Et donc ce qu'on essaye de rappeler toujours, c'est que la seule chose qui restera de tout ce qu'on entreprend comme projet éducatif, c'est l'amitié. C'est vrai pour le scoutisme aussi, dont j'ai été membre et bénéficiaire pendant 8 ans, de 2001 à 2009. Et je crois que cette amitié-là, effectivement, elle est fondamentale. Dans ce livre qui est en 12 chapitres, j'ai vraiment voulu qu'à chaque étape de cette année, ces 12 mois en fait, on rencontre 12 individus. Donc merci de l'avoir remarqué. Il y a des individus qui sont des jeunes de Coexister, il y en a qui sont beaucoup plus âgés, notamment mes 2 grands-parents adoptifs. Et cette amitié, elle est indispensable à redécouvrir dans sa version la plus gratuite, puisque beaucoup de nos amitiés peuvent être numériques, peuvent être professionnelles, peuvent être intéressées, peuvent être tournées au service d'un projet, mais la gratuité totale du désintérêt d'une personne que je choisis, contrairement à mes frères et sœurs que là je n'ai pas choisi, la personne que je choisis, ce désintérêt-là de vivre gratuitement l'un avec l'autre, c'est quelque chose qu'on a tout à fait à redécouvrir aujourd'hui. Samuel Grybowski, vous êtes le grand invité de la matinale RCF. Dans un entretien au quotidien La Croix, vous aviez déclaré « La laïcité, c'est le combat de ma vie ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le chrétien que vous êtes est autant attaché à la laïcité ? Mais la laïcité, j'aimerais dire, j'ose dire qu'à certains égards, elle est prix Nobel de la paix, parce que Aristide Briand, quand il est récompensé en 1924 pour son dialogue avec l'Allemagne, avec son homologue des affaires étrangères Stresemann, donc dans l'entre-deux-guerres, quand un prix Nobel de la paix est remis, c'est toujours pour l'ensemble de l'œuvre de la personne. Et Aristide Briand est le rapporteur et en quelque sorte l'auteur de cette loi, puisqu'il s'est battu pour son contenu actuel. Ce qu'Aristide Briand a choisi, c'est de trancher une voie médiane d'intelligence, d'équilibre entre 2 formes de haine qui prédominaient en France. La haine cléricaliste, selon laquelle les athées, les juifs, les protestants étaient des citoyens de seconde zone et dans lequel
l'Église devait garder sous tutelle un certain nombre de pouvoirs temporels et politiques, et puis la haine laïciste, selon laquelle toute forme de religiosité était un ennemi de la conscience. Et les laïcistes, d'ailleurs, ont beaucoup milité en 1905 pour interdire la soutane, pour interdire toute forme de signe religieux, pour interdire l'enseignement privé sous toutes ses formes. Et le choix d'Aristide Briand, qui est un choix de consultation dans lequel il a mis des années à écouter chaque partie prenante pour que les Français se reconnaissent dans 1905, c'est un homme de paix. Et je regrette que la laïcité soit encore à ce point l'objet de tourments Oui, parce et de qu'aujourd'hui, divisions. tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on entend par laïcité. Bien vous, sûr. chez Coexister, vous défendez une laïcité ouverte. Alors, laïcité ouverte, le problème des adjectifs, c'est qu'après, on saucissonne la laïcité. Pour moi, il n'y en a effectivement qu'une seule, reste à savoir laquelle. C'est comme Dieu entre les croyances, elle a dit, il n'y en a qu'un seul, reste à savoir lequel. La laïcité, moi, je me fie à ce que Aristide Briand disait. Aristide Briand, il osait l'adjectif parfois de laïcité. Alors, il parlait pas de laïcité avec un adjectif, il parlait de l'interprétation libérale. Et dans son discours de fin du 9 décembre 1905, il a prévenu le législateur du futur en disant en cas de conflit, d'ambiguïté, de désaccord il dit même de tourment par rapport à l'interprétation de cette loi, c'est toujours l'interprétation libérale qui doit prôner, car le but de cette loi est de garantir aux citoyens la liberté d'exprimer leurs convictions religieuses et spirituelles. Et je pense que si on devait éventuellement mettre un adjectif, ce serait laïcité libérale, parce que c'est celle de l'esprit du législateur d'origine. Samuel Grybowski, il y a eu des moments où Coexister a été un peu contesté. Certains ont dit que vous aviez une vision angélique, en particulier de l'islam. Pour vous, la visibilité de l'islam dans certains quartiers de nos banlieues ne vous inquiète pas ? Non, la visibilité de l'islam dans certains quartiers de nos banlieues d'ailleurs ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est la tentation de certains d'utiliser le religieux comme régulateur de la vie sociale et comme norme de la vie sociale. Ça vaut pour le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et je me rends compte avec cette expérience dans Coexister que nous avons autant de jeunes qui ont vécu dans un communautarisme clos avec leurs parents, dont ils essaient de sortir des trois convictions. Ce qui est particulier avec l'islam, c'est que quand il y a des communautaristes qui cherchent à imposer leurs règles, et ils existent, bien sûr qu'ils existent, ils sont tout de suite extrêmement médiatisés puisque c'est une religion qu'on ne sait pas décrypter et dont nous avons particulièrement peur. Et donc je crois que c'est ça qui donne cette espèce d'amplification très forte sur l'islam, sans oublier que de toute façon il y a une peur de l'étranger et que avant même toute cette forme d'expression de l'islam, les Français participaient dans leur minorité à des ratonnades à l'égard des Arabes dans les années 80 et que notre nation a du mal à accueillir l'autre dans cette différence radicale qui est l'origine maghrébine. Mais quand des jeunes filles et des jeunes femmes de votre âge, nées en France, françaises, se voilent, ça ne vous pose pas de questions? Vous ne dites pas l'éducation nationale, la France a raté quelque chose alors que leurs parents, leur mère n'étaient pas voilés? Ah, c'est un sujet très intéressant. Je crois que tout est une question de démarche. Je pense que la très grande majorité des jeunes filles de mon âge qui décident de se voiler le font par liberté, justement parce que la France a réussi son pari et que, contrairement à beaucoup d'autres pays, elles ne sont pas contraintes de le faire et qu'elles savent même que si elles vont le porter, elles vont vivre un certain nombre d'ennuis. Donc ça prouve aussi leur motivation. Moi, je suis quand même marqué de voir que l'Institut Montaigne, qu'on ne peut pas accuser d'islamophilie béate, nous dit que sur 2 millions de femmes musulmanes en France, il y en a 25% qui portent le voile, mais 64% d'entre elles aimeraient le porter. Ça veut dire qu'on a 2/3 des Françaises musulmanes pratiquantes qui aimeraient avoir ce signe-là d'appartenance. Mais il n'y en a qu'un quart qui le font par peur en fait d'être discriminés. Je crois quand même que notre pays a su garantir cette liberté et qu'on peut, en tant que musulmans, désapprouver le fait que l'islam soit associé à ce voile. Et ça, c'est un débat interne entre eux à gérer. Pour nous, en tant que citoyens, c'est la liberté qui doit primer. Samuel Grybowski, votre livre, je l'ai dit, vient de sortir, il s'appelle Fraternité radicale. Ce mot radical, c'est un peu une provocation. On est à la veille du 13 novembre, on sait qu'on a très peur du radicalisme. Pourquoi revendiquer ce mot radical ? Justement, déjà parce que le radical n'est pas le radicalisme et que la radicalité a été confisquée par le radicalisme ces dernières années. Et le radicalisme, comme tous les ismes, est un système de pensée, en l'occurrence une idéologie mortifère, barbare, qui a fait beaucoup trop de victimes sur notre territoire, mais partout dans le monde. Et cette radicalité non radicaliste a inspiré beaucoup d'autres Français avant qui eux-mêmes ont inspiré la nation. Je pense à l'abbé Pierre qui a donné sa vie pour son combat. C'est une radicalité. Il a été personnalité préférée des Français pendant 30 ans. Et c'est cette radicalité-là du don total d'aller au bout de son intuition que je recherche. Le gouvernement envisage de faire évoluer cette loi de 1905 dont vous parliez tout à l'heure. C'est une bonne chose ou ça vous inquiète ? Je trouve ça très intéressant. Très intéressant parce que ce qui a été évoqué est tout à fait canalisé. On parle de modifier les articles 18 à 44, donc c'est la fin du texte. Les 17 premiers sont sacralisés en quelque sorte, surtout les 2 premiers qui posent les principes de la loi. Et la fin de la loi parle de la gestion financière et du statut légal des cultes. Le contexte a tellement changé que si on pouvait modifier à la marge,
ça paraît va raisonnable. plus mal. Maintenant, il faut attendre quelles vont être concrètement les propositions, mais je suis vraiment très à l'écoute pour voir et je pense que ça va être très intéressant. Dernière question, Samuel Grybowski, on l'a dit, hein, ce livre a été provoqué par cette année de césure, provoquée elle-même par un burn-out. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Vous allez mieux ? Vous sortez renforcé dans vos convictions, dans votre foi ? Oui, ça va mieux. Alors, il y a toujours des choses qui sont très difficiles parce que de toute façon, animer un mouvement de jeunesse, c'est de l'humain et puis un équilibre financier aussi. C'est de toute façon un combat tous les jours pour stabiliser une structure qui n'a que 10 ans, bien qu'elle ait déjà 10 ans. Pas coexister, vous, je dis. Alors, malheureusement ou heureusement, je sais pas, la question est souvent liée parce que comme j'ai encore des responsabilités, je suis redevenu salarié du mouvement, alors je suis pas dans la gouvernance, je suis pas dirigeant, mais j'y suis impliqué. Moi, je pense que ça va quand même clairement mieux. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette année, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre. Je suis touché de voir que certains lecteurs me communiquent sur Facebook, qu'ils se reconnaissent dans les questionnements que j'ai eus. Et je pense qu'il y a beaucoup de questionnements générationnels. Et donc je pense que oui, ça va vraiment mieux. Merci beaucoup Samuel Grybowski d'avoir été notre grand invité ce matin. C'est publié aux Arènes, ça s'appelle Fraternité radicale, mes 10 ans d'engagement et d'amitié avec des jeunes juifs, chrétiens, musulmans et athées. Et puis bien sûr, on vous retrouve mercredi avant 8h pour votre édito. Je crois que vous reparlerez de la loi de 1905. Exactement. Merci à vous et belle journée. Au revoir.